On part sans plus attendre à Sébastopol, en Crimée, occupée par les Russes, où une attaque peut-être sans précédent par son ampleur a été menée cette nuit par les Ukrainiens à l'aide de Scalp et de Storm Shadows. Ces missiles longue portée fournis par les Français et les Britanniques. Regardez ces images, elles sont impressionnantes. L'étendue des dégâts d'ailleurs l'est aussi selon les Ukrainiens qui disent avoir atteint leur cible. 2 navires russes touchés, donc des navires amphibies baptisés Yamal et Azov, également le centre de communication de la flotte russe en mer Noire. C'est un point très important. Bien sûr, on va vous l'expliquer avec nos experts. Nous sommes aujourd'hui avec Anne Niva, qui nous fait le plaisir de sa présence en ce dimanche. Bonjour Anne, reporter de guerre. Vous publiez aux éditions Flammarion La haine et le déni avec les Ukrainiens et les Russes dans la guerre. Marc Semo avec nous comme tous les dimanches. Bonjour Marc, ravi de vous retrouver également. Et Patrick Gautra également avec nous. Bonjour à vous, diplomate, ancien ambassadeur en Pologne et au Portugal, auteur de Mémoires portugaises. Nous attendons également le général Trinquant dans cette émission qui nous rejoindra et nous sommes en ligne avec notre expert armement. Bonjour Michel Polaco, on est ravis de vous retrouver également. Les cibles donc atteintes, on vous le disait, 2 navires de guerre russes, un nouveau coup dur pour cette flotte russe en mer Noire, mais aussi, sans doute, très certainement, le centre de communication de cette flotte russe en mer Noire. On peut dire que là, c'est une réussite éclatante pour les Ukrainiens, Michel Polaco ? On peut dire que ce sont des points marqués, parce que réussite éclatante, ça ne change pas sans doute le cours de la guerre. Mais ce sont des aspects, je dirais, à la fois tactiques et médiatiques, qui sont non négligeables et qui montrent que les Ukrainiens utilisent bien un certain nombre d'armes qui leur sont confiées ou dont ils disposaient. Ça dépend de quelles armes ils ont utilisées. Et puis, c'est vrai que s'attaquer aux navires russes dans la mer Noire, même si ce ne sont pas des très gros bâtiments, même si ce ne sont pas des bâtiments de première ligne, c'est quand même une vexation pour la Russie, c'est indiscutable. D'autant plus qu'elle a quand même normalement des moyens de contre-mesure, des moyens de détection. Et donc, si elle ne parvient pas à les utiliser, ça veut dire que tout n'est pas en ordre de marche du côté de chez M. Poutine. Alors, on va le voir, il y a un de ces missiles qui est intercepté par la défense anti-aérienne russe. D'ailleurs, c'est dans cette vidéo où l'on voit cette interception. On va pouvoir le regarder dans un instant sans doute. Enfin, c'est quand même néanmoins, vous le disiez à l'instant, un échec pour la Russie qui n'arrive toujours pas à protéger ce centre si important de son armée en Crimée et surtout de sa flotte. On rappelle tout de même que déjà des missiles Scalp avaient détruit le QG de cette flotte russe en mer Noire. De la mer Noire, absolument. Ouais. La mer Noire, c'est le théâtre d'opérations où les Ukrainiens, finalement, marquent énormément de points. C'était une surprise, parce que les Ukrainiens n'avaient pas de flotte. Mais par les drones navals, le Moskva, qui était le navire de commandement de la flotte de la mer Noire, avait été coulé en avril 2022, donc très tôt, quelques mois après le début de la guerre. Ensuite, ils ont multiplié les attaques, au point qu'aujourd'hui, la flotte russe ne sort quasiment plus. Les Ukrainiens ont pu reprendre l'exportation de leurs céréales par bateau, par la mer Noire. Aujourd'hui, les Russes sont toujours plus sur les défensives. Les Turcs ont joué le jeu par rapport à l'OTAN, c'est-à-dire qu'ils ont fermé les détroits comme leur permet les conventions de Montreux à tout navire de guerre. Donc la flotte russe ne peut pas se renforcer en mer Noire. Et aujourd'hui, elle est quasiment contrainte à rester à Novorossiysk, qui est le port, disons, au nord-est, dont elle ne peut quasiment plus sortir. Alors, on le disait, ce sont des missiles français et britanniques. Très probablement, on en est sûr presque à 100%, sont derrière responsables de ces destructions aujourd'hui. Le ministre de la Défense britannique vient d'ailleurs de s'exprimer. Regardez ce commentaire. L'occupation illégale continue de l'Ukraine par Poutine impose un coup énorme à la flotte russe en mer Noire, désormais officiellement inactive, dit-il. Grand Chaps, la Russie navigue sur la mer Noire depuis 1783, mais elle est désormais contrainte de cantonner sa flotte au port et même là, les navires de Poutine coulent. C'est la fin de cette citation. On sent un peu de fierté britannique quand même, Anne Niva, dans cette déclaration. Oui, bien sûr. Ce qu'on sent, c'est oui, effectivement, la fierté du fait que ça fonctionne. Moi, ce dont je peux vous parler davantage, c'est comment c'est ressenti en Crimée même, puisque j'y étais il y a un an.
en tant que reporter de terrain, ce qui est intéressant, c'est de se rendre sur place pour savoir comment les civils, comment ils ressentent cette situation, est-ce qu'ils en ont peur ou pas. Alors justement, il y a un an, il y avait beaucoup moins de peur qu'il y en a aujourd'hui. Toutes mes sources en Crimée aujourd'hui ne me tiennent pas du tout le discours qu'elles me tenaient il y a un an. Il y a un an, tout le monde était extrêmement optimiste en disant que ça allait aller mieux, que peut-être il y aurait le début d'une saison touristique, parce que la Crimée, il faut le dire, ne vit que par son tourisme. Elle est habituée à du tourisme depuis très longtemps, donc tous les commerces sont tournés vers le tourisme. Aujourd'hui, évidemment, c'est plus du tout le cas. Tous les Criméens se demandent s'il faut partir de Crimée ou pas. Comment faire pour continuer à vivre en Crimée. Quand on voit la nuit qu'ils ont passée, en tout cas à Sébastopol, oui, on peut imaginer qu'il y a des doutes. Mais tout à fait. Donc ils ne croyaient pas à cette guerre hybride menée avec brio par les Ukrainiens. Ils ne la ressentaient pas. Et ils ont commencé à le ressentir à partir de l'année dernière, quand les Ukrainiens ont justement été capables de plus en plus intensément de frapper, notamment avec des drones navals, la flotte russe. La flotte russe qui aujourd'hui est cantonnée, a dû vraiment complètement abandonner cette péninsule de Crimée qui était sa force pour se retrancher. C'est en soi un échec. Pour se retrancher, comme Marc Semo l'a dit, dans un port russe de Novorossiysk, qui est quand même loin. Ça veut dire qu'elle ne peut plus fonctionner. Elle est intéressante, cette réaction britannique. Bon, la France, pour l'instant, ne pipe mot. Mais les Britanniques, c'est quand même il y a une forme de vantardise ici. Ce sont leurs missiles. Ce sont leurs missiles, absolument. Ce qui est intéressant, et ça vient d'être dit par mes collègues, c'est qu'un pays qui n'a pas de flotte tient la mer Noire et reflue les Russes à l'extérieur. Il y a encore eu, il y a 15 jours, un gros bateau, le Kotov, russe, qui a été détruit par les Ukrainiens, donc c'est régulier et c'est assez remarquable. D'abord, l'utilisation de nos missiles, britanniques et français, et puis le fait aussi que les pays qui ne sont pas dans le conflit en direct, comme la Bulgarie, la Roumanie et la Turquie, se sont mis d'accord il y a quelques semaines pour déminer et permettre le commerce de se faire plus facilement dans ces eaux, le commerce civil, puisque, comme ça a été rappelé, côté militaire, c'est interdit par les traités de Montreux. Donc, moi, je pense que dans l'atmosphère un petit peu délétère, je ne parle pas des événements récents, mais depuis quelques semaines, d'une Ukraine mal en point, qui a raté sa contre-offensive, qui subit un certain nombre d'attaques, petites mais néanmoins désagréables, là, il y a un motif de satisfaction très grand, avec en plus Sébastopol en ligne de mire, qui est quand même un emblème pour la Russie. Oui, alors un centre de communication de la flotte russe en mer Noire aurait aussi été atteint, Michel Polaco. Ça représente quoi? Plus de liberté pour les Ukrainiens ensuite pour frapper encore? Ce sont notamment des systèmes de surveillance, on l'imagine, qui ont été détruits là? Oui, bien sûr, ce sont des dispositifs qui sont indispensables aux Russes. Cela dit, toutes ces choses-là sont redondantes en principe, donc les Russes, j'imagine, doivent avoir quelques moyens quand même pour pallier les inconvénients de la destruction de ce centre de commandement. Mais ce qui est notable, si vous voulez, c'est quand même le choix des cibles et la capacité à détruire ces cibles. Alors c'est vrai que c'est en utilisant pour la plupart des armements fournis par la France et la Grande-Bretagne, ce sont d'ailleurs les mêmes avec des noms différents, qui sont fabriqués par l'industriel MBDA, qui sont des missiles de croisière de très grande qualité et qui sont capables d'une extrême précision. Mais ça signifie aussi que l'OTAN, les Américains, peut-être les Français, les Britanniques, fournissent aux Ukrainiens des coordonnées de tir bien précises et les aident à faire leur ciblage. Ça aussi, c'est intéressant. Une opération conjointe, en quelque sorte, quand même, britannico-franco-américaine. C'est ce qu'on entend un petit peu, là. D'abord, c'est très significatif. Les Ukrainiens montrent que quand on leur donne des armes, ils savent très très bien s'en servir. Mais surtout, ce que ça montre, c'est que la Crimée est en train, enfin déjà, ça a fait un an, de devenir toujours plus l'objectif principal de la guerre des Ukrainiens. C'est pas que la flotte. Au début, on pensait que la Crimée viendrait en dernier, parce qu'il y avait quand même une majorité de population russe, qu'on imaginait même au tout début, quand il y avait une vague ébauche de négociations, qu'on gèlerait le statut de la Crimée, qui avait été annexé donc, par la Russie dès 2014. Aujourd'hui, les Ukrainiens font porter leur effort maximum dessus, parce qu'à la fois stratégiquement c'est quelque part plus facile. Vous regardez la carte, la Crimée, c'est une espèce de grenade ou d'orange qui est reliée au continent par 2-3 petites langues de terre, côté territoire occupé en Ukraine, puis par le pont de Kerch de l'autre côté.
Donc c'est assez facile. Ce qui la protège et ce qui l'isole aussi. C'est assez facile d'isoler la Crimée. Et une des choses qui pourrait réellement marquer une défaite de Poutine, c'est une Crimée devenant indéfendable et sur lequel il serait obligé de négocier. Donc c'est vraiment là-dessus qu'aujourd'hui porte l'effort maximum des Ukrainiens, d'ailleurs encouragés en cela par les Occidentaux. Avec une petite difficulté, Michel Polaco, c'est que des missiles Scalp et Storm Shadow, il n'y en a pas des centaines. On en a donné 40 encore aux Ukrainiens en début d'année. C'est même Emmanuel Macron qui en avait fait l'annonce. Là, s'il y en a une dizaine qui ont été tirés cette nuit, c'est une estimation approximative, mais on imagine qu'il faut viser juste à chaque fois et il n'y en aura pas éternellement. Alors, il n'y en aura pas éternellement. Vous savez que ce sont des missiles qui valent quasiment 1 million d'euros le bout, quoi. C'est pas des petits pétards, c'est vraiment des armes extrêmement coûteuses. Deuxièmement, nous en avons par nature, évidemment, relativement peu en stock. En plus, ça n'a pas une durée de vie extrêmement longue. Il faut les remanufacturer de temps en temps. Donc, évidemment, il y en a peu en stock. La machine à fabriquer est repartie depuis quelques mois. Ceux qu'on leur fournit sont pour l'instant relativement limités en portée pour éviter qu'ils ne tirent sur des cibles qui soient sur le territoire historique de la Russie. Mais c'est vrai que ce sont des armes efficaces et que s'ils en tirent 10 par jour, ils ne pourront pas tenir le coup pendant longtemps parce que nous ne pourrons pas leur en fournir suffisamment. Ouais. Cette péninsule qui est à la fois protégée et isolée, bon, Anne, vous la connaissez, vous y avez été récemment encore, vous avez emprunté ce fameux pont de Kertch. Il y a ce sentiment que la guerre, se déplace et se déplacera de plus en plus là. Ça, ils l'ont au fond d'eux. Les Criméens, les habitants de la péninsule de Crimée, oui, ils l'ont. Alors, il faut bien répéter que ça fait maintenant 10 ans que cette Crimée a été annexée par le pouvoir russe à la Russie. Donc j'étais d'ailleurs il y a 10 ans pour l'hebdomadaire Le Point sur le terrain pour essayer de comprendre ce qui se passait. Ça s'est passé en une nuit et pratiquement sans un coup de feu. C'était des petits hommes verts, comme on disait, c'est parce que c'était des militaires russes qui avaient enlevé leurs insignes et qui avaient véritablement pris d'assaut en sortant de la base russe de Sébastopol et qui avaient donc pris le contrôle de toute la péninsule. Ensuite, il y a eu des flux terribles de population. C'est-à-dire que la population d'aujourd'hui n'est plus celle de 2014. Était beaucoup plus mixée, voilà, avec des Tatars de Crimée, avec beaucoup plus d'Ukrainiens qu'il y en a aujourd'hui et des Russes. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, il y a beaucoup plus de Russes, beaucoup moins de Tatars de Crimée qui sont partis côté ukrainien et des Ukrainiens qui sont aussi partis côté ukrainien. Donc, quand j'y suis allée récemment, évidemment, la population à qui j'ai parlé, je l'ai ressentie en faveur encore aujourd'hui, de rester côté russe. Et souvent, ce que les Criméens disent, c'est ils vont essayer de nous détruire, ce qui est en train d'être fait par ces missiles, qu'ils soient en provenance de la Grande-Bretagne, de la France ou d'ailleurs. Mais ils disent, vous ne nous aurez jamais, vous ne nous récupérerez jamais par des hommes à terre, c'est-à-dire par des troupes à terre. Ça, c'est la différence. Enfin, c'est ce que disent les Criméens. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas se produire. Mais ça, si vous voulez, c'est ça leur hantise.